Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'intense activité sur le terrain des candidats à la présidentielle du 7 septembre et de leurs représentants. Ils se sont tous accordés sur la nécessité de bâtir un avenir commun pour l'Algérie. Lancement des travaux de renforcement de l'alimentation des villes de Tiaret et de Souguer en eau potable. Un projet de 8000 mètres cubes d'eau qui devrait être prêt dans 2 mois. À Gaza, ces dernières 24 heures ont été meurtrières avec des bombardements qui ont ciblé des familles entières à Deir el-Balah et Khan Younes où l'armée sioniste n'a rien épargné. Les travaux du projet Plan Bleu d'aménagement du front de mer d'Alger ont atteint un taux d'avancement de 65%, un projet qui permettra de hisser Alger au rang des grandes capitales méditerranéennes et mondiales. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la campagne électorale qui bat son plein. Elle est à sa 2e semaine. Hier, au 10e jour, les candidats et leurs représentants se sont accordés sur la nécessité de bâtir un avenir commun pour l'Algérie. Parmi leurs priorités, la réforme de l'enseignement et le développement de l'université. Walid Youssoui. Le candidat du Front des forces socialistes à la présidentielle du 7 septembre prochain, Youssef Aouchiche, s'est engagé hier depuis la wilaya de Tizi Ouzou à opérer de profondes réformes dans le système de gouvernance. Lors d'un meeting animé à Bourni, le candidat du FFS a souligné que s'il parvenait à gagner la confiance des Algériens, il procéderait à une réforme profonde et radicale du système de gouvernance, donnerait la parole au peuple pour choisir ses représentants dans les assemblées élues et l'associerait à toutes les décisions cruciales pour le pays. Aouchiche a appelé les citoyens à ne pas manquer cette occasion pour aller voter et choisir le programme qu'ils jugent le plus approprié. Il a profité de l'occasion pour présenter les principaux axes et solutions contenus dans son programme électoral, s'engageant à établir une structure économique basée sur l'efficacité et la transparence. Aouchiche a par ailleurs évoqué des solutions visant à protéger le pouvoir d'achat des citoyens et des catégories vulnérables, telles que la proposition d'augmenter le salaire national minimum garanti à 40 000 dinars et la création d'allocations pour les catégories sans revenus. Le directeur de la campagne électorale du candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune s'est rendu hier à Mascara, Sidi Belabès, Tlemcen et Ain Timouchen, où il a réaffirmé l'engagement du candidat Tebboune à poursuivre les réformes entamées lors de son mandat présidentiel, appelant les citoyens à aller voter en force le 7 septembre prochain. Brahim Arad a affirmé que Abdelmadjid Tebboune disposait d'un programme pour explorer les ressources souterraines du pays et les valoriser dans diverses industries, en plus de développer l'agriculture dans le sud du pays. Lors d'un meeting à Mascara, Brahim Arad a souligné qu'en cas de réélection, Abdelmadjid Tebboune poursuivrait ses réalisations économiques, ajoutant qu'il œuvrerait à la création de nouvelles wilayas déléguées au titre d'un nouveau découpage administratif. Depuis Sidi Belabès, Brahim Arad a rappelé les nombreux acquis réalisés par le candidat indépendant au bénéfice de toutes les catégories, notamment les jeunes, les travailleurs et les retraités. Idama Ain Timouchen, où Brahim Arad a mis en avant les résultats positifs obtenus au cours du mandat de Abdelmadjid Tebboune, rappelant que le programme de prise en charge des zones d'ombre a permis l'amélioration des conditions des habitants d'au moins 13 000 zones d'ombre. Abdelali Hassani Sherif, candidat du mouvement de la Société pour la paix, a mis en avant depuis la wilaya de Ain Timouchen l'importance d'aller voter pour défendre l'intérêt du pays. Le candidat du MSP a affirmé que cette wilaya occupait une place importante dans son programme visant à garantir la justice sociale et l'égalité des chances. Hassani Sherif a mis en avant l'importance de se préoccuper davantage de l'économie nationale et d'améliorer le pouvoir d'achat des Algériens. Il a souligné que son programme proposait entre autres des solutions aux problèmes de chômage, d'agriculture, de logement et d'investissement dans différents domaines. Hassani Sherif a par ailleurs précisé que la réussite de l'élection apporterait un plus au pays, soutenant qu'en allant voter, le peuple prouverait qu'il est conscient de la responsabilité qui est la sienne dans la défense de l'intérêt du pays. Dans le même sillage, le candidat du MSP a affirmé que son programme privilégiait l'investissement dans l'être humain, proposant une réforme réelle et profonde de l'enseignement à tous les niveaux. Hassani Sherif s'est aussi engagé à renforcer le front interne pour un développement économique durable. Le 2 septembre 2024, les Algériens établis à l'étranger sont appelés à voter pour élire le président de la République. Tous les moyens humains et logistiques sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de ce rendez-vous électoral à Bobigny en France. Les membres de l'ANI, après avoir visité les différents centres de vote, se sont enquis de l'avancement des préparatifs dans un centre qui regroupera 15 bureaux de vote. Voyez la correspondance de Paris de Rafa Pelouchette.
Dernière ligne droite avant le 2 septembre, jour du début du scrutin pour les Algériens résidant à l'étranger. Après Paris, Nanterre et Créteil, c'est au consulat d'Algérie à Bobigny que la délégation d'inspection de l'ANI s'est rendue pour s'assurer des mesures et moyens mis en place pour garantir le bon déroulement du scrutin, mais pas seulement. Un état des lieux a été fait aussi bien par monsieur le consul que par monsieur le délégué de l'ANI à Bobigny. Nous avons énormément échangé. Ils ont soulevé plein de questions relevant du droit, mais aussi de la logistique et d'autres questions relevant de l'organisation du scrutin. Nous estimons que le travail a été bien fait par l'ensemble de l'équipe et nous attendons le meilleur rendement, surtout un taux de participation. Et contrairement aux autres consulats d'Algérie en Île-de-France, ici, un seul centre de vote regroupera l'ensemble des bureaux, et ce, pour une raison bien précise. Nous, à Bobigny, on a un seul département, alors on a opté pour ouvrir un seul centre où il y a 15 bureaux au niveau de la chancellerie. C'est le département le plus petit, certes, mais le plus dense. En effet, à la différence du consulat d'Algérie à Bobigny, qui couvre un seul département, celui à Pontoise s'étend sur 7 départements, nécessitant une logistique bien plus complexe. 4 centres et 15 bureaux de vote sont au total prévus pour accueillir les près de 60 000 électeurs. Pour leur faciliter la tâche, le consulat d'Algérie à Pontoise a innové en utilisant des QR codes permettant de repérer son bureau de vote en fonction de son lieu de résidence. يعني المسافة بين سيرجي بونتواز وربما آخر نقطة تشرف عليها. Sachant que la distance entre Cergy-Pontoise et le point le plus reculé de la circonscription, dans la ville de Rouen, est de près de 400 km, le travail accompli ici mérite des encouragements et d'être mis en avant, notamment en ce qui concerne l'application qui facilite aux électeurs la localisation de leur bureau de vote. الناخبين في تحركهم وتنقلهم إلى مراكز ومكاتب التصويت. Monsieur Khalfani et le reste de la délégation ont également assisté à une simulation du jour du scrutin et échangé avec les bénévoles encadrant les bureaux de vote, équipés également d'imprimantes permettant, en cas d'oubli, d'imprimer un duplicata de la carte d'électeur sur place. Toujours en France, dans les pays de la Loire, où une forte communauté algérienne est établie, tous sont unanimes quant à l'importance de ce rendez-vous électoral. Je vous propose d'écouter quelques-unes des réactions de nos ressortissants dans la ville de Minsk. Les présidentielles sont décisives pour la place de l'Algérie à l'international. Déjà, l'Algérie est une république, c'est-à-dire un système politique dont le chef de l'État a une place importante. Cette place importante, c'est l'image du pays à l'échelle internationale. Algérien, on l'est pour toujours. Oui, tout à fait, je suis concerné au plus profond de mon âme. Des élections présidentielles en Algérie qui se dérouleraient dans des conditions où la liberté d'expression est assurée, les égalités des chances et des moyens sont concrétisées, ne ferait que confronter le rôle de leader de notre cher pays dans le monde arabo-musulman et asseoir sa notoriété mondiale. Pour moi, chaque jeune né en Algérie ou en France doit être fier d'être algérien, car ça représente énormément de choses, tous les martyrs qu'on a eus. C'est plus que des écrits, c'est une histoire complète. Le vote est avant tout, c'est un devoir et un droit. Donc pour chaque... Tout autre sujet à présent, lancement des travaux de renforcement de l'alimentation des villes de Tiaret et Souguer en eau potable. Ce projet porte sur la réalisation d'adductions sur une distance dépassant les 13,5 km une fois mis en service. Il contribuera à augmenter les capacités de mobilisation et de stockage d'eau. Merim Damis. Pour répondre aux besoins des habitants des villes de Tiaret et de Souguer en eau potable, les travaux du bassin hydrique du Chott-Chergui ont été lancés. Ce projet ambitieux vise à mobiliser 8000 m3 d'eau, apportant ainsi une solution essentielle pour renforcer l'alimentation en eau potable de ces deux villes. Ce projet d'extension du bassin hydrique du Chott-Chergui permettra d'alimenter les habitants de Tiaret et de Souguer en eau potable. Il porte sur la réalisation d'adductions sur une distance de 31,5 km répartie en 3 parties. Pour renforcer la capacité de stockage, un réservoir d'eau souterrain d'une capacité de 2500 m3 a été mis en service, ce qui contribuera à améliorer le service public d'alimentation en eau potable dans 4 communes de la daïra de Ain Kermès.
Nous avons réalisé ce réservoir d'eau de 2500 mètres cubes dans l'enceinte de la station de pompage de la Daïra Ain Kermes, qui alimentera 4 communes, à savoir Medrissa, Sidi Abdelrahman Kermes et El Rasfa. C'est un programme d'urgence de la wilaya de Tiaret qui a été lancé, reliant Chott Chergui 1 à Chott Chergui 2, sur une distance de 31 km, pour alimenter les communes de Souguer et de Tiaret en eau potable avec la mobilisation de 8000 m3. Grâce à ce projet qui devrait être prêt dans 2 mois, nous atteindrons une capacité de plus de 40 000 m3. Le projet de raccordement des réservoirs répartis à travers la ville de Tiaret fourniront des quantités plus importantes d'eau, sans oublier la réception du projet d'alimentation de la ville du bassin hydrique phréatique de Edjmaria sur une distance de 130 km avant la fin de l'année en cours. Nous allons à présent découvrir cette aventure de 2 agriculteurs, Fawzi et Nordine Doumelbouagui. Grâce à un travail acharné, ils ont réussi à mettre sur pied leur projet. Il s'agit d'une ferme spécialisée dans l'élevage de vaches laitières, mais aussi dans l'enlèvement des veaux. Il faut dire aussi que l'accompagnement des autorités locales leur a permis également d'offrir du travail aux jeunes de la région. Autrefois arides et improductifs, ces terres situées dans la wilaya d'Ombouari connaissent une véritable métamorphose. Et ce grâce au labeur acharné de 2 amis, Fawzi Tayyan et Nordine Qaddour, 2 agriculteurs qui croient en la terre et à son abondance lorsqu'elle est bien travaillée. Aujourd'hui, ils ont réussi à mettre sur pied une ferme spécialisée dans l'élevage de vaches laitières, mais aussi l'engraissement des veaux. Lorsque nous avons acquis cette parcelle de terre, le terrain était complètement aride et improductif. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce à un travail acharné de notre part, nous sommes passés de 12 à près de 2000 vaches. Une activité que Fawzi et Nordine pratiquent maintenant depuis plusieurs années, et ce par amour et abnégation. Il faut dire que ces jeunes agriculteurs ont acquis un savoir-faire grâce notamment à plusieurs formations dans le domaine de l'élevage bovin, et ce en Autriche. Au départ, la traite se faisait manuellement. Aujourd'hui, on est passé à la traite automatique. En plus de la mécanisation des infrastructures, comme vous le constatez par vous-même, tout est automatique. Nous avons également bénéficié de l'accompagnement de l'État qui nous a permis de raccorder notre exploitation au réseau électrique. Les autorités locales continuent aujourd'hui de raccorder plusieurs exploitations agricoles au réseau électrique. Comme vous le savez, c'est très important car l'objectif c'est d'aller de l'avant pour créer une réelle dynamique dans le secteur agricole dans la région. Grâce à leur persévérance, Fawzi et Nordine ont réussi à faire de leur exploitation agricole un investissement productif. Ils ont réussi à montrer aujourd'hui qu'avec le travail et la détermination, tout est possible. L'actualité à l'étranger à présent est cette nouvelle agression sioniste dans le sud du Liban. Au moins 3 Libanais sont tombés en martyrs ce matin contre le village Al-Tiri. Le Hezbollah libanais a indiqué avoir lancé un grand nombre de drones contre l'entité sioniste et tiré plus de 320 roquettes Katyusha sur 11 bases militaires sionistes et sur le plateau du Golan syrien occupé par l'entité sioniste, et ce en riposte à la mort d'un haut chef militaire tué dans une frappe sioniste sur Beyrouth le 30 juillet. Les raids sionistes sur les villes du Liban se poursuivent parallèlement à l'agression génocidaire en cours depuis le 7 octobre dernier contre Gaza, où plus de 40 000 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines de milliers d'autres ont été blessés. On parle aussi de milliers de disparus ensevelis sous les décombres des maisons et immeubles détruits par l'aviation sioniste. Ces dernières 24 heures ont été meurtrières avec des bombardements qui ont ciblé des familles entières à Deir el-Balah et Khan Younes. Wissam Abouzaïd, Amal Bouarda. Au milieu des décombres, les secouristes recherchent désespérément les corps des martyrs après les dernières frappes de l'aviation sioniste qui ont pulvérisé ces maisons. 10 personnes d'une même famille ont péri lors de ces bombardements. Malgré le manque de moyens, les équipes de secours mènent des efforts inlassables pour retrouver des survivants et récupérer les corps des victimes. Des scènes déchirantes qui témoignent de la monstruosité de l'occupant sioniste que notre correspondant à Gaza, Wissam Abouzaïd, rapporte quotidiennement.
Nous avons pu extraire les corps de 6 martyrs. Il reste encore 4 autres ensevelis sous les décombres. Nous nous basons sur notre expérience pour localiser les corps et certains signes comme l'odeur du sang. Après des efforts ardus, les équipes de secours ont réussi à extraire les corps des 4 martyrs. Parmi eux, ces enfants sans vie qui viennent s'ajouter à la liste des victimes de la barbarie sioniste, qui mène une guerre dévastatrice à Gaza depuis 11 mois. Les premières heures de la journée révèlent l'ampleur des dégâts causés par les bombardements, avec des quartiers entiers dévastés et des familles brisées, déchirées par la douleur. Le bilan est lourd. 69 corps de martyrs sont entassés à l'hôpital Nasser de Khan Younes. Des familles entières ont été décimées par l'aviation sioniste. Rien n'a été épargné par l'armée d'occupation. Elle a tout détruit. Que Dieu punisse ces criminels et accueille nos martyrs dans son vaste paradis. Des familles meurtries et dévastées par la perte de leurs proches qui tentent de survivre dans des conditions humanitaires tragiques malgré les appels des organisations humanitaires. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires dans les territoires palestiniens occupés, l'entité sioniste a refusé l'accès à 125 missions humanitaires dans la bande de Gaza depuis le début du mois d'août. Et puis ces images qui ont fait le tour du monde. L'ambassadeur de la République sahraoui auprès de l'Union africaine, Lamine Abba Ali, a été victime d'une agression vendredi par un membre de la délégation marocaine participant à la réunion des experts préparatoires au sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Raouf Hamouche. Grave et énième dérapage du Marzen. Et cette fois-ci, c'était lors des travaux de la réunion préparatoire du sommet Union africaine-Japon qui se tient à Tokyo. Cet acte sauvage n'était pas simplement une réaction individuelle d'un membre de la délégation marocaine, mais reflète plutôt son échec dans la mission qui semble lui avoir été confiée, notamment après avoir proféré des insultes à l'encontre de l'ambassadeur sahraoui et des diplomates africains qui se sont interposés pour le protéger. Ce qui s'est passé a révélé l'échec du régime d'occupation marocain à empêcher la délégation sahraoui de participer au sommet de la TICAD, et ce après que l'État hôte a respecté la volonté de l'Union africaine qui refuse toute forme d'exclusion de ses membres dans de telles réunions. Le diplomate sahraoui a qualifié cet acte de comportement de voyous de la part des diplomates marocains, car il s'agit là d'une preuve manifeste de leur échec et de leur fuite en avant face à la lutte juste du peuple sahraoui et à la présence de la République sahraoui aux côtés de l'occupant marocain dans de tels forats internationaux, en dépit de toutes les tentatives désespérées du Marzen pour faire obstacle. Pour les Sahraouis, ce n'est pas la première fois que les diplomates marocains enfreignent les us et les protocoles diplomatiques. Il ne s'agit pas du premier incident du genre. Depuis des années, le Marzen tente d'empêcher la participation de la République arabe sahraoui démocratique dans les réunions de la TICAD. Un énième geste qui ne peut être qualifié qu'un geste de désespoir. Face à l'alignement de Paris avec le régime du Marzen, le mouvement progressiste marocain exprime une vive indignation accusant la France de trahir les principes du droit international et de soutenir la colonisation. Marine Damis. La récente décision de la France de soutenir le prétendu plan d'autonomie proposé par le Marzen pour le Sahara occidental suscite une vive réaction au sein du peuple marocain. En apportant un soutien au régime du Marzen, Paris trahit les principes fondamentaux du droit international et s'aligne du côté de la colonisation, confirmant même son ancien statut comme pays colonisateur. Cette position perçue comme une complicité active dans la perpétuation de l'occupation est largement rejetée par le peuple marocain, y compris ceux affiliés au mouvement progressiste. Cette position représente un parti pris injustifié en faveur des intérêts du régime monarchique marocain au détriment du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, ce qui constitue un recul flagrant des principes de justice et de légitimité internationale que la France se doit de défendre. Ce changement de position française n'est pas fortuit, mais résulte directement de transactions et d'accords non divulgués entre le régime monarchique marocain et le gouvernement français, utilisant des richesses et des ressources du peuple marocain pour acheter son soutien. Cela démontre que le régime est prêt à sacrifier les intérêts de son propre peuple pour garantir une couverture internationale à son occupation.
Les critiques affirment que le prétendu plan d'autonomie soutenu par Paris ne répond pas aux attentes des Sahraouis qui ne renonceront pas à l'autodétermination. Le mouvement progressiste marocain qui défend des principes de justice et de liberté rejette fermement cette initiative, estimant qu'elle va à l'encontre des valeurs universelles des droits de l'homme et réitère son soutien au peuple sahraoui. Nous, au sein du mouvement progressiste marocain, renouvelons notre soutien total et notre solidarité avec le peuple sahraoui dans sa lutte légitime pour l'indépendance et l'autodétermination. Nous affirmons que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un droit sacré, inaliénable et non négociable. Nous appelons également la communauté internationale à se ranger du côté de la justice et ne pas favoriser les intérêts impérialistes au détriment des droits des peuples à la liberté et à l'indépendance. Nous considérons cette position française comme un recul des principes humanitaires et du droit international et nous appelons toutes les forces vives à exprimer leur opposition à cette position et leur soutien à la lutte du peuple sahraoui. Le mouvement progressiste marocain dénonce avec force la politique de complaisance du régime du Marzane, affirmant que l'occupation continue du Sahara occidental par le Maroc est un frein majeur à la stabilité et au développement régional. Le mouvement exprime sa totale solidarité avec le peuple sahraoui, brimé, opprimé et dont les richesses naturelles sont exploitées par le Marzane. Football avec les compétitions africaines interclubs. Au premier tour préliminaire retour, le CR Belouizdad et le CS Constantine, représentants algériens respectivement en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération africaine, tenteront de confirmer leur net succès décroché au match aller du premier tour préliminaire des deux compétitions à l'occasion de la seconde manche contre l'AC Léopard et Police FC prévue aujourd'hui à Blida 20h et Kigali à 14h. Enfin, les travaux du projet Plan Bleu d'aménagement du front de mer d'Alger ont atteint un taux d'avancement de 65%. Un projet qui fait partie de la vision stratégique de réhabilitation et d'aménagement de la capitale qui promet de hisser Alger au rang des grandes capitales méditerranéennes et mondiales. Reportage Naïma Loulich. Inscrits dans le projet Plan Bleu, les travaux d'aménagement entre la place El-Kitani et la rue Mira avancent à pas soutenus. Sur 8000 mètres carrés de pavement, le projet prévoit, en plus des aires de divertissement, des kiosques, des restos, des arbres, ainsi que du mobilier d'ornement. Ce projet va apporter beaucoup d'esthétique à la place d'Alger dont vont profiter et les familles et autres visiteurs. Sur ce tronçon, le taux d'avancement des travaux est de 65% et nous œuvrons jour et nuit pour accélérer la cadence des travaux et livrer le projet dans les meilleurs délais. Les matériaux sont des matériaux nobles, production nationale locale. Il s'agit du pavé autobloquant, des produits nobles tels que le marbre et le granit, aussi un système d'éclairage encastré avec un système de LED pour l'énergie renouvelable, etc. Et l'installation d'un mobilier urbain moderne, recherché aussi, avec marié avec de la plantation ornementale pour la décoration. Outre l'aménagement de la partie haute et basse de la place El-Kitani, le projet concerne également la réhabilitation du vieux resto El-Kitani, du siège de l'association Amel pour personnes à mobilité réduite, ainsi que l'aménagement sur 1500 mètres carrés du port Saïd dont les travaux ont atteint un taux d'avancement de 45%. Nous sommes au cœur du deuxième projet, Port Saïd, qui relie le chemin de la Wilaya au boulevard Zéot Youssef. Ce projet comporte 3 axes, dont les escaliers menant de la gare vers Zéot Youssef et la réhabilitation des toilettes publiques, ce qui procure plus de confort aux citoyens. On est vraiment heureux et content puisqu'on ne s'attendait pas que notre association bénéficie de la baie d'Alger. Donc, c'est une bonne surprise à l'architecture.
L'initiative Plan Bleu fera non seulement d'Alger une cité aérée, mais aussi permettra aux visiteurs d'ici et d'ailleurs de disposer d'un cadre de vie particulièrement attractif. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.